Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Bellumeur, cofondateur de l'agence Propulso. Nous entrons dans le monde du géomarketing. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles en sont ses applications? Veuillez noter que nous avons un petit problème de son qui ne vous empêchera pas d'apprécier cet épisode. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et bon podcast. Bonjour Guillaume, Bonjour Toby, ça va bien? ça va très bien toi? Ben oui. D'abord, merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour notre Ça me fait podcast. grand plaisir. Donc, j'aimerais que tu commences par tout simplement te présenter. Excellent. Mon nom est Guillaume Bellumeur. Je suis président, cofondateur, directeur marketing chez Propulso Géo. Propulso Géo, pour vous faire un super résumé rapide, c'est une entreprise spécialisée en location data. Donc, tout ce qui est relié aux positions GPS. Puis, dans le fond, on développe des produits qui sont reliés à ça, soit en intelligence d'affaires ou soit en marketing. Excellent. Puis, un petit historique de Propulso. Comment ça a commencé? Comment as-tu eu cette idée-là, dans le fond, de démarrer du géomarketing? Dans le fond, de un, c'est pas mon idée, tu vas voir, c'est un petit peu un hasard qu'on a découvert un peu cette industrie-là. Moi, je suis quelqu'un qui a étudié, dans le fond, en marketing. Je suis en marketing depuis toujours. Ça doit faire une quinzaine d'années. J'ai fait un petit peu toutes les sphères, si tu veux, là, du marketing traditionnel. Puis à un moment donné, justement, à force de toucher à tout, j'avais décidé à l'époque de démarrer une agence de marketing. Puis je me suis rendu compte que la technologie prenait de plus en plus de place dans les stratégies, dans les outils, etc. Donc, je me suis associé à un développeur full stack pour justement aller vraiment chercher un côté technologique à notre agence. Donc, on a vraiment pris à partir de ce moment-là une tangente justement technologique et on s'est mis à chercher des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire. On a découvert le géomarketing. Qui est vraiment une façon de faire de la publicité de façon très précise avec des lieux géographiques. C'est un petit peu mal connu, c'est un petit peu caché, c'est une industrie, disons, qu'on a mis sous la lumière tranquillement pas vite avec, avec une lampe de poche si on veut. On a tellement aimé cette industrie-là, on s'est aperçu vraiment qu'il y avait un marché là, qu'on a décidé de cesser les opérations de l'agence de marketing puis de se concentrer sur l'entreprise Propulso Géo, là. Super. Puis, si on dit je connais rien, là, rien du tout à ça. C'est quoi un peu le géomarketing? Comment tu me le résumerais? Ouais. Dans le fond, le géomarketing, comment on pourrait le résumer? Imaginons que vous avez une entreprise. On va prendre un exemple concret. Imaginons que vous avez une entreprise, un concessionnaire automobile, pour que ce soit plus facile. Concessionnaire automobile de luxe qui veut vendre des voitures, évidemment, à des gens. Et comment on pourrait faire pour aller chercher ces clients-là? Une des bonnes tactiques, évidemment, ce serait d'aller chercher, essayer de voler des clients à ses concurrents. Comment on peut faire ça grâce au géomarketing? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller dessiner une barrière virtuelle sur des cartes, Google Maps si on veut. Dans le fond, on va vraiment aller dessiner des barrières virtuelles autour des lieux de ses concurrents. Donc, le concessionnaire automobile, dans notre exemple, on va viser ses compétiteurs. On va détecter les gens qui vont dans ces zones-là. En fait, on ne détecte pas des gens. Inquiétez-vous pas à la maison. Il n'y a personne qui est détecté. Il n'y a pas de 5G, etc. C'est vraiment le téléphone cellulaire que, comme moi, tout le monde a dans sa poche. Alors, on détecte ce téléphone cellulaire-là et plus précisément, c'est un petit numéro, un numéro publicitaire, on appelle un MAID, Mobile Advertising ID, qu'on va aller chercher. Une fois qu'on a ce numéro-là, qui est 100% anonyme, soit dit en passant, on ne peut pas savoir que toi, Toby, tu t'es rendu dans une zone, on va le mettre dans une audience. Et par la suite, un peu comme on fait de la publicité de bannières ou de vidéos sur des sites web, grâce à ce numéro-là, on va suivre justement ce numéro-là dans son parcours numérique. Donc, je vais y aller encore plus concret. La personne qu'on détecte chez le compétiteur de notre client, qu'on va détecter justement, va aller par la suite sur Internet,
va visiter des sites web. Peu importe le site web possible, nous, on va acheter de l'inventaire, on va suivre cette personne-là parce qu'on a son numéro, son Mobile Advertising ID, et on va lui afficher de la publicité pour qui? Ben, pour notre client. Donc, c'est vraiment de la publicité ultra ciblée qu'on fait et justement, il y a beaucoup d'avantages à ça, notamment, bon, le côté anonyme évidemment, le côté précision, il n'y a pas de moyen d'être plus précis que ça, d'aller vraiment chercher des clients vraiment où ils sont. Donc, c'est ça là, un petit peu nos gros avantages. Puis c'est comme ça que ça fonctionne un peu. On parle des avantages, mais selon toi, c'est quoi la plus grosse force du géomarketing? La plus grosse force, c'est vraiment la mesure. On essaie de mesurer tous les efforts marketing, puis pour être dans le domaine depuis des années, justement, c'est un peu la question du siècle en marketing, on veut tout mesurer. Bien, avec le géomarketing, non seulement on est capable de mesurer, savoir combien d'impressions on a fait, etc., mais on est en plus capable de savoir si notre publicité a vraiment influencé quelqu'un à se déplacer par la suite dans un lieu. Je reprends l'exemple du concessionnaire. Disons que notre client, c'était le concessionnaire A, qu'on a visé un concessionnaire B. On détecte les gens au concessionnaire B. On l'influence par la suite avec des publicités du concessionnaire A. Et s'il se déplace chez le concessionnaire A, on peut le mesurer en plus. Fait que c'est vraiment une précision incroyable qu'on peut avoir grâce au géomarketing. Ça, c'est de un des avantages. Puis de deux, ben, c'est vraiment la possibilité de viser des endroits géographiques. On peut en reparler ou je peux en parler tout de suite, mais il y a beaucoup de stratégies créatives qu'on peut faire avec le géomarketing, justement. Je peux parler, disons, du mal du siècle qui est le recrutement. On a de la difficulté de trouver des personnes aujourd'hui. Bien, imaginez-vous que vous avez la possibilité d'aller viser des endroits où vous êtes certain que les personnes que vous voulez engager sont. Bien, on peut le faire. Donc ça, c'est un des gros avantages, vraiment, de par sa nature en elle-même, c'est-à-dire de viser des endroits précis. Il y a comme beaucoup de place à la créativité. Si on regarde ça un peu à la surface, on fait, je ne peux pas dire la stratégie facile, mais du moins la plus commune. Tu vas aller visiter tes compétiteurs pour aller exposer le produit, je vais aller comparer, je vais aller voir, etc. Mais on veut aller plus loin. C'est quand même possible de trouver des nouvelles applications, dans le fond, à ce type de stratégie-là. Ben oui. Tu as tout à fait bien résumé. Dans le fond, la stratégie classique, c'est les compétiteurs. La deuxième, j'en ai parlé, le recrutement. Il y en a d'autres, évidemment. On peut viser des événements. Donc, si vous avez un événement, ben là, peut-être moins en pandémie, évidemment. On va recommencer tranquillement. Ça recommence, exactement. Mais imaginez-vous que, je ne sais pas, moi, vous êtes une entreprise, vous vendez des fenêtres, par exemple, et vous voulez viser le salon Expo Habitat qu'il y a à chaque année. Ben, vous pouvez viser cet endroit-là. Vous êtes certain que les gens qui vont se déplacer là sont des gens qui sont en rénovation en ce moment ou du moins intéressés par un projet de construction. Sinon, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire là. Donc, on peut viser cet endroit-là et leur afficher de la publicité pour votre compagnie de fenêtres. Donc, les événements, c'est très, très, très fort. On peut aussi recibler sa propre clientèle. Je reprends l'exemple du concessionnaire tantôt. Un concessionnaire, il y a plusieurs entreprises en une. De la vente de véhicules neufs, mais on a aussi un département de service qui est carrément presque une entreprise en soi. Mais imaginez que vous voulez viser juste les clients qui vont au département de service. Comment on peut faire ça? C'est qu'on est précis à 3 mètres. Donc, on est capable vraiment juste d'aller viser ce département-là et d'exclure la zone des ventes. OK, ouais, c'est aussi précis que ça? C'est aussi précis que ça, exactement. Donc, on peut recibler par la suite ces clients-là qui viennent au département de service. Imaginez, pour le temps des pneus à l'automne, entretien hivernal, entretien les pneus au printemps, avant de partir en vacances, n'oubliez pas de faire entretenir. Enfin, vous voyez, on peut recibler sa propre clientèle aussi. Puis si vous avez même des listes d'adresses, un client qui garde ces listes d'adresses en note, bien évidemment, on peut aller viser tous ces endroits-là par la suite. Dans notre outil, justement, on est capable d'aller viser jusqu'à 5000 adresses en important là, avec un petit fichier Excel. Donc, c'est super facile. Ça commence à faire beaucoup de possibilités. Puis, la limite, c'est votre créativité. On a un client à un moment donné, je vais taire l'industrie un petit peu, mais vous allez voir, il a décidé de viser des bords de lac.
Bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver si on habite un bord de lac? Des bateaux, des quais, etc. Donc, ça peut vous donner une idée. Là. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est vraiment où se trouvent les clients que vous voulez rejoindre. Ouais, puis même, je réfléchis à ça. Ça pourrait être des promotions carrément exclusives, admettons, des messages très spécialisés pour certains types de personnes. Vous allez être à tel endroit où tu veux pas qu'admettons des clients aillent chez tel compétiteur. Ben, tu peux les targeter directement avec une stratégie, avec une promotion. Ben oui, on peut être plus précis. Au-delà du lieu, par la suite, on peut personnaliser le message. Parce que ça, je dis souvent ça quand je fais des présentations à des clients potentiels. Notre technologie fonctionne à 100%. Mais le succès d'une campagne de géomarketing, ben, les bonnes vieilles règles du marketing s'appliquent aussi. C'est-à-dire, est-ce que notre offre est intéressante, le créatif? Est-ce que notre stratégie est bonne? Est-ce qu'on vise les bons endroits? Et puis, est-ce que notre landing page est intéressante aussi, va bien fonctionner? Quand les gens vont voir notre pub, vont cliquer, est-ce qu'ils arrivent juste sur la page d'accueil puis ça ne convertit pas? Fait que tout ça justifie le fait aussi qu'il y a beaucoup d'agences qui utilisent notre produit parce que justement, ils viennent apporter un edge au produit de géomarketing. Mais je reviens à ta question. Dans le fond, tu disais comment on fait pour être plus précis. Puis justement, les créatifs, c'est une bonne option. Imaginez, vous allez voir, je prends souvent l'exemple du concessionnaire parce qu'il est complet. Mais imaginez que vous avez un concessionnaire puis vous voulez viser plusieurs concurrents. Bien, vous pourriez, pour le concurrent A, faire des publicités en disant « ma voiture est meilleure que la voiture A ». Ensuite de ça, au concessionnaire B, « notre voiture a des meilleures cotes que la voiture B », etc. Donc là, on est ultra niché puis on peut avoir des très bons résultats. Oui, c'est vrai. On peut aller vraiment viser carrément le concurrent, puis donner un message qui est exclusif contre ce concurrent-là. Puis, parlons, mettons, des modèles tarifaires. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un peu comme Facebook? Est-ce que c'est différent? Oui, dans le fond, nous, on est justement le fabricant de la technologie, donc c'est pour ça que notre prix est quand même relativement abordable. On a 2 échelles de prix dans le fond. Pour faire des campagnes chez nous, vous avez 2 possibilités, de là les 2 échelles de prix. C'est-à-dire la première, c'est de faire une campagne en prenant nos services, dans le fond, une campagne en service géré. Ça, c'était comme ça qu'on fonctionnait, je vous dirais, avant. Donc, les coûts, c'était 12 $ du coût par mille pour des bannières, puis 20 $ du coût par mille pour des vidéos. Évidemment, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez acheter de l'inventaire vidéo. Puis en bannière, une façon de contourner, d'avoir presque du vidéo, vous pourriez faire des gifs animés. Ça tombe dans les bannières. Ouais. Donc ça, c'est pour les services gérés. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez nous qui va faire votre campagne. Depuis le mois de mars 2021, on a mis sur pied une plateforme libre-service. Je vous dirais, la majorité des clients nous demandaient c'est quand que ça va arriver. Oui, on vous aime bien, mais on aimerait ça le gérer nous-mêmes. Donc, on vous a écouté. Maintenant, on peut faire nos campagnes directement sur notre plateforme. Donc, c'est super simple. On s'inscrit en 2 minutes, vous avez un compte d'ouvert. Puis par la suite, vous pouvez faire vos campagnes vous-même. C'est super facile de justement faire les petites barrières virtuelles, les zones qu'on veut cibler. Vous mettez votre budget, vous mettez vos créatifs. En un claquement de doigts, vous avez votre campagne qui fonctionne. Puis en plus, la beauté de la chose, vous êtes libre, puis c'est moins cher. Donc évidemment, pourquoi c'est moins cher? Parce que là, vous faites une partie du travail, mais vous avez la liberté justement. Donc les bannières, c'est 9 $ du coût par mille, puis les vidéos, c'est 16 $ du coût par mille, donc un petit peu moins cher que le service géré. Puis juste avant l'entrevue, justement, tu me demandais c'est quoi à peu près le pourcentage de personnes qui utilisent le libre service. Là, je vous dirais, à mon avis, on doit être à 80-85%. Là. Les gens vont vraiment vers le libre service parce que justement, ils peuvent faire leur campagne en toute liberté. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'agences qui sont clients pour leurs clients. Ouais. Parce que, comme on discutait, c'est un peu un outil qui s'imbrique dans une stratégie. Probablement que seul, c'est un peu moins efficace, mais ça reste quand même très efficace. Ouais. Mais c'est toujours mieux avec quand ça s'imbrique dans une stratégie complète. Mais j'imagine que les agences préfèrent avoir plus de contenu. Ben oui, exactement. T'es un gars d'agence, justement, fait que t'es bien placé pour le dire. Puis justement, mais ton commentaire relié à ça était pertinent. Est-ce que les campagnes de géomarketing fonctionnent bien seules? Je vous dirais...
ça fonctionne, mais oui, ça s'intègre dans un mix média comme n'importe quel média. Si vous faites seulement une campagne de télé avec rien, pas de rappel d'un autre média, ça peut fonctionner, mais ça va être un peu plus négligeable. Fait que oui, c'est certain que c'est une bonne chose de l'intégrer dans une stratégie. On est beaucoup plus précis. Puis oui, beaucoup d'agences utilisent nos services. Justement, on a pensé toute une hiérarchie pour pouvoir justement organiser ses clients dans la plateforme. Si jamais vous voulez charger le client ou si vous voulez que le client paye directement, c'est possible de régler ça. Vous pouvez, si vous avez des employés dans votre agence, disons, mettre un client en charge d'un employé. L'inverse, un employé en charge d'un client, d'un de vos clients. Donc, on peut vraiment hiérarchiser l'organisation avec les modes de paiement, les utilisateurs. C'est très, très facile. OK. Fait que c'est vraiment flexible de ce côté-là. J'ai été surpris, pas surpris, mais plus impressionné. Je m'attendais à ce que ça soit plus québécois. Parce que la compagnie est naturellement québécoise de Sherbrooke, on est très fiers. Mais ça marche partout dans le monde, en gros. Oui, absolument. Une autre de nos forces, c'est la quantité de données qu'on a. C'est relié à ta question. Dans le fond, c'est que comment ça fonctionne pour trouver le Mobile Advertising ID, dans le fond, on a 3 sources de données. Tout d'abord, les appareils de téléphone cellulaire partagent des positions GPS en eux-mêmes. Ensuite, il y a des sites web qui vont aller partager. Bon exemple, vous allez sur un site web, puis ils veulent vous proposer la succursale la plus près, puis ils vous demandent de vous géolocaliser. Ben, dites-vous que quand ils font ça, cette position-là va probablement être vendue. Et la troisième, c'est les applications. Donc, même chose, même principe, une application qui va vous demander votre position GPS pour ensuite la communiquer, la revendre à d'autres. Donc, on a au-dessus, nous autres, de 25 fournisseurs de données différents qui vont, eux, aller s'approvisionner de ces 3 sources-là. Donc, ça fait vraiment qu'on est capable de faire des campagnes partout dans le monde. Évidemment, on s'entend, c'est pas partout dans le monde. Il y a des pays, on ne fera pas de campagne en Corée du Nord, on se comprend. On ne fera pas de campagne en Afghanistan, on ne fait pas de campagne dans des pays où la situation géopolitique est moins stable. Mais les grands pays industrialisés, qu'on parle d'Europe, États-Unis, on a fait des campagnes en Australie, pas de problème. OK, c'est vraiment bien. Puis, tu as aussi un nouveau service. Quand on s'est parlé, théoriquement, on voulait parler beaucoup de ça, mais vu que tu avais un nouveau service, puis j'ai trouvé que, en tant que passionné du data et tout ça, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que tu vas peut-être en parler un petit oui. peu. Merci, absolument. Dans le fond, les positions GPS qu'on acquiert, les Mobile Advertising ID qui nous fournissent les positions GPS, nous donnent la possibilité de faire beaucoup de choses. Au-delà de relancer des gens avec la publicité, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces positions-là? C'est là qu'on a commencé à réfléchir et on a développé les géo-indicateurs, du français de Geo-Insight, qu'on entend souvent, les insights. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les géo-indicateurs, c'est de l'intelligence d'affaires qu'on peut aller soutirer des positions GPS. Exemple concret, je reprends mon concessionnaire. Imaginez que vous avez un concessionnaire dans une ville et vous voulez savoir où se trouvent vos clients. Où est-ce que vous rayonnez en tant que concessionnaire? Ce qu'on peut faire, nous, c'est de faire des études de marché. Dans le fond, là, le géomarketing, en super résumé, c'est du retargeting physique. J'aime ça dire ça, on comprend tout de suite. Les géo-indicateurs, pour comprendre tout de suite, c'est des études de marché numériques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des études de marché, on est capable de soutirer beaucoup d'informations. Fait que je reviens à mon concessionnaire. Ce qu'on peut faire, disons, tu vas me dire, mettons, Guillaume, j'aimerais ça savoir pour le concessionnaire XYZ, où se trouve la clientèle de telle date à telle date. Nous, on peut revenir 7 ans et demi en arrière. C'est quand même puissé, il n'y a pas à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il faut l'enclencher pour dire qu'on active, c'est déjà tout disponible. Non, c'est disponible tout de suite. Passé, je vous dirais, à peu près 4 ans, c'est sûr que c'est un peu moins précis. Pourquoi? Parce que justement, il y avait moins de téléphones intelligents à l'époque.
Puis passé 7 ans, mais il n'y a pas de. Justement, il y avait de moins en moins de téléphones intelligents. Fait que c'est vraiment une courbe qui grandit au niveau de la quantité de données. Donc, là, on a 7 ans et demi. Dans un an, on se comprend, on va avoir 8 ans et demi de données. Dans 2 ans, 9 ans et demi, etc. Donc, on est capable justement d'aller chercher où se sont déplacées les personnes qui sont allées dans une zone précise. C'est ça qu'on peut faire. Fait que le concessionnaire en question, je vais pouvoir dire, OK, parfait, on vise cet endroit-là. Toutes les personnes qui sont allées là, où elles se sont rendues par la suite, durant la période donnée que tu veux qu'on vérifie. Donc, on va vraiment aller voir sur une carte où se trouvent ces points-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est des corrélations. Donc, on va vraiment, par la suite, sortir des graphiques différents. Un des graphiques que les gens aiment voir, c'est où se trouve la majorité, le 80% du territoire, où est-ce que ça se trouve. Fait que là, vous allez avoir pas mal votre bassin, le rayon naturel, où est-ce que vous rayonnez avec vos clients. Fait que ça, c'est une des possibilités. Imaginez, on peut faire ça pour vos compétiteurs. Donc, vous voulez savoir le marché qu'occupent vos compétiteurs dans votre marché. On peut le savoir. Imaginez que vous voulez déplacer un de vos magasins. Vous avez plusieurs magasins, puis vous voulez le changer d'endroit, puis vous hésitez entre 2-3 endroits. Bien, pourquoi ne pas d'abord faire justement une petite étude de marché, savoir où se trouvent vos clients pour se placer plus proche possible d'où est-ce qu'ils se trouvent. Les possibilités sont vraiment infinies, là. Au contraire, tu ouvres une succursale, tu veux être dans un endroit où tu ne veux pas être en compétition si c'est relativement proche. Par exemple, une autre succursale ou un autre. Puis, il y avait aussi ces informations-là qui sont prises, puisqu'il y avait aussi des informations démographiques qui sont disponibles. Exactement. Donc, l'âge et les revenus, puis le niveau d'éducation. Donc, ça va être des données qu'on va pouvoir avoir. Puis je le rappelle, hein, pour ceux qui trouvent que c'est invasif, c'est anonyme. On ne peut pas légalement même aller identifier une personne par rapport à une autre. Donc, on ne peut jamais aller aussi précis que ça. Pour des raisons évidentes de vie privée. Et même chose aussi, quand on va identifier des secteurs donnés, vous allez voir, on peut aller jusqu'à une certaine précision. Il y en a là, qui voudraient quasiment savoir dans quelle maison il y a eu tel client. On ne va pas là. Vous allez avoir vraiment une bonne idée, mais ça va vous donner vraiment des bonnes indications pour prendre des décisions d'affaires justement à ce niveau-là. Fait que oui, le démographique va être possible. Donc, une autre possibilité, une autre utilité au géo-indicateur, bien, ça peut être juste de connaître sa clientèle. En tant que justement personne en agence, souvent ce qu'on veut savoir, c'est OK, je veux faire une stratégie marketing pour générer plus de ventes. Parfait. Donc, qui sont les clients que je veux avoir? Ça, c'est une question d'agence qu'on peut poser à notre client. Qui sont les clients qu'on va avoir? Mais qui sont les clients que j'ai? Ça, c'est deux choses. Ce que je veux puis ce que j'ai, c'est pas nécessairement la même chose. Puis souvent, les clients sont concentrés sur leur entreprise. Ils ne savent pas nécessairement vraiment c'est qui le personnotype qu'ils ont comme client. Bien, nous, on peut le découvrir, on peut analyser, puis vous dire, parfait, bien, la grande majorité de tes clients, ce sont des femmes âgées en tel âge qui gagnent un revenu de temps. Imaginez la possibilité par la suite, au niveau marketing, on peut orienter toutes nos stratégies. C'est non biaisé en plus, parce que exact. Des fois, c'est le propriétaire ou les employés ont une idée, des fois ça évolue dans le temps, puis on reste dans l'ancienne idée de c'est tel type de personne, des fois ça évolue. C'est bien d'avoir une donnée vraiment objective qui dit c'est ces personnes-là qui sont vraiment tes clients. Absolument, puis rendu là, justement quand on sait c'est qui nos clients vraiment, ben, on va être capable de mesurer davantage l'effort marketing qu'on fait aussi. Parce qu'au-delà de connaître qui sont nos clients pour faire une stratégie en conséquence, mais par la suite, on peut refaire une étude de marché, disons, 1 an ou 2 plus tard, quand on a mis notre stratégie en place, pour analyser, OK, donc on a pris une photo jour 1, on a découvert que nos clients, ce sont ces clients-là. Par la suite, OK, on va faire une stratégie marketing pour agrandir notre bassin de clients, relié à ce qu'on vient de découvrir. À l'an 2, on va se dire, parfait, on reprend une photo. De quoi a l'air le portrait aujourd'hui? Puis là, on s'aperçoit, parfait, OK, ce qu'on a fait depuis 1 an, ben, ça a bien fonctionné, ou à l'inverse, ça n'a pas bien fonctionné. On a vraiment une possibilité de suivre presque en temps réel
justement l'évolution de nos clients. Puis il y a beaucoup d'avantages à fonctionner chez nous là, par rapport aux études de marché classiques parce que on ne se le cachera pas, faire une étude de marché... c'est des échantillons, c'est pas nécessairement... Ben oui, puis la majorité, tu sais, on se dirait les grandes entreprises en font, là, mais les PME, je vois pas beaucoup de PME dans mon entourage qui est capable de se payer une étude de marché, ça coûte très cher, ça demande beaucoup de ressources, puis le délai est souvent très 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 long. Nous, le coût est très abordable. C'est assez rapide. Là. Si quelques minutes, c'est trop long pour vous pour faire une étude de marché, on se reparlera. Donc, tu sais, il y a vraiment ces deux gros avantages-là. Puis le troisième, mais c'est le niveau de précision. Les déplacements des gens, on ne peut pas biaiser ça. Là. C'est vraiment une mesure très, très précise. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est justement, là, ça fait à peu près, là, je vous dirais, 1 an qu'on perfectionne notre produit. Là, on vient de le lancer il y a 2 semaines. Puis à ce niveau-là, on a observé à peu près une précision. Là, on est à des niveaux au-dessus de 95%. Là. On n'est jamais été en dessous. Fait que c'est fou le niveau de précision. C'est beaucoup plus élevé que même des fois les études de marché ou des sondages téléphoniques, des sondages Internet. C'est sûr que les profils de personnes peuvent être un peu, je veux pas dire faux, mais des fois, il y a des petits tweaks, mais absolument un homme qui répond au téléphone, quelque chose, c'est moins... Oui. Puis tu sais, aussi, c'est... Ton observation est pertinente parce que les bons vieux interviews téléphoniques, justement, pour ces sondages-là, on se fie à ce que la personne dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que... Puis c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, mais des fois, sous l'effet de la nervosité ou autre, ou ils n'ont pas le temps, puis ils veulent se débarrasser, fait qu'ils répondent un peu n'importe quoi. Ou à l'inverse, on n'a pas pris un bon échantillon. Des fois, les gens qu'on a, OK, on se dit, on a pris un échantillon de tant de personnes, ça reflète la population. Ça se peut des fois là, que ça soit pas un bon échantillon. Là. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles de répondre au téléphone, on dira pas qui, mais il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Puis, j'avais réfléchi à ça, puis... Parlant un peu de tout l'aspect de confidentialité, oh mon Dieu, nos téléphones savent tellement de choses sur nous. J'avais réfléchi, puis dans le fond, je me disais un peu la version moderne des arrêts au point, des Air Miles, parce que dans le fond, c'est à peu près exactement ça que ça faisait. Un questionnaire qui donnait, pas mal toutes les infos sur toi, où tu restes, ton nom, ton revenu, puis... Quand tu allais faire les achats, qu'est-ce que tu as acheté, à quelle heure, à quelle journée, à quel endroit et tout ça. Puis ensuite, ils revendaient ça à des grosses compagnies qui avaient les moyens de payer. C'est vraiment juste une façon moderne, dans le fond, de récolter ces données-là. Plus anonyme, quand même. Probablement que cette version-là existe encore, qui est encore plus populaire. C'est peut-être plus intrusif parce que c'est comme un appareil qu'on a tout le temps avec nous. On met ça un peu en perspective. Je trouve que c'est quasiment mieux de cette façon-là. Tu sais, il faut le voir. C'est sûr là, que la notion de justement, l'intrusion dans la vie privée, c'est un sujet, les gens n'aiment pas beaucoup savoir que on est capable de les suivre de cette façon-là, mais dans les faits, on ne suit pas personne. C'est des données sur des déplacements de numéros anonymes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a tant de personnes qui sont allées là, il y a tant de personnes qui sont allées là. Ça reste des informations imprécises au niveau, justement, d'identifier une personne. Puis ça, on n'ira jamais là. C'est illégal. Ça ne nous intéresse pas. On est plus blanc que blanc chez nous, même. Des fois, il y a eu des discussions des fois avec des clients qui voulaient faire des choses un petit peu plus poussées, puis non, on n'y va pas. Tout comme on ne fait pas dans l'industrie pornographique, tout comme on ne fait pas dans des entreprises, disons, qui feraient la promotion d'armes à feu, toute l'industrie du tabac, on ne va pas dans ces zones-là, qui sont des zones grises. C'est juste non. Donc, je reviens à ta question de la vie privée. Là, j'ai déraillé un petit peu. Mais moi aussi, ma réflexion, puis c'est la réflexion de l'entreprise aussi, il y a 2 choses. Au niveau du géomarketing, est-ce que on est inondé de publicité? Ça, c'est un fait. On ne pourra pas s'en sortir. C'est notre structure, le monde est fait comme ça. Est-ce que j'aime mieux recevoir des publicités qui ne me concernent pas
ou j'aime mieux recevoir des publicités qui m'intéressent. Moi, à mon avis, j'aime bien mieux recevoir des publicités qui m'intéressent pour être informé de promotion, de où est-ce que je peux acheter ces produits-là, si c'est quelque chose, justement, qui est dans mon champ d'intérêt. Mais pourquoi ne pas le voir? Ça, c'est de un. Moi, je trouve que c'est pertinent d'avoir un produit publicitaire qui m'offre qu'est-ce que je veux vraiment voir. Puis ça a toujours été comme ça. Quand on faisait des achats à la télévision, par exemple, les annonceurs, disons, d'entreprises de décoration visaient des émissions de décoration. C'est la même chose. On est juste dans un produit numérique qui fait la même chose qu'avant. Disons, on voulait rejoindre tel type de personne, un persona précis, on achetait dans la publicité dans telle revue. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Ça, c'est d'un au niveau du géomarketing. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Puis, au niveau des géo-indicateurs, c'est toute l'intelligence d'affaires qui est reliée à ça. Il n'y a rien qui est intrusif dans le sens, justement, on ne pourra pas identifier des personnes de façon ultra précise. En tant qu'entrepreneur, c'est sûr que c'est de l'information pertinente, mais en tant que consommateur, encore une fois, est-ce qu'on aime mieux que nos entreprises visent n'importe qui, n'importe quoi dans leur stratégie, ou on aime mieux qu'ils soient bien ciblés pour rejoindre les bonnes personnes? Moi, je pense que c'est pertinent parce qu'on va avoir moins de bruit publicitaire à long terme. On va avoir moins, justement, d'annonces un petit peu, de voir des annonces ou des publicités qui sont zéro pertinentes pour nous. Plus qu'on va être intelligent dans notre placement, plus que les entreprises vont être intelligentes justement dans leur cible, dans leur stratégie, plus que le consommateur est gagnant. Moi, ça, je suis convaincu de ça. Là. Oui, moi aussi. J'aime mieux avoir des publicités qui peuvent me plaire que d'avoir des publicités de couches pour adultes, par exemple. Exact. On n'est pas rendu là. Un jour, j'en aurais peut-être besoin, mais d'ici là, j'aime mieux avoir des pubs sur, je sais pas moi, des produits informatiques ou quelque chose qui sont plus... iOS 14, justement, confidentialité. Facebook aime bien jeter la pierre sur iOS 14. Il y a des diminutions, c'est iOS 14. Comment ça vous a affecté? Nous autres, ça nous a moins affecté que d'autres. Justement, iOS 14, toute cette saga-là un petit peu, ça a vraiment beaucoup, beaucoup nuit à Facebook et Google. Mais nous, de notre côté, étant donné que nos sources de données ne proviennent pas juste des appareils, comme je disais tantôt, on a 3 sources de données, les sites web, les applications et les machines en tant que telles, à cause de ça, on a beaucoup d'autres sources de données. De un, c'est pas juste les iPhones qui fournissent des positions. Ça, c'est la première chose. De deux, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que nos sources de données, les gens avaient continué de partager leurs positions. Mais continuer à autoriser un suivi publicitaire à ce niveau-là parce que c'était des applications ou des sites web justement qui leur procuraient un net avantage. Oui, il y a eu une baisse un petit peu, là, mais pour de vrai, là, c'est ultra négligeable de notre côté. Pour le géomarketing, ça, on se comprend. Pour les géo-indicateurs, ça ne change absolument rien. Nous autres, dans le fond, puis c'est une bonne question, ça me fait penser, les géo-indicateurs, l'aspect du consentement est différent. C'est-à-dire que le consentement, c'est de se faire suivre par la suite et se faire afficher de la publicité. Donc, c'est ça que vous consentez. Est-ce que c'est suivi publicitaire limité, là, je pense, dans le iPhone qui est écrit. Donc, c'est ça, dans le fond, que vous donnez votre autorisation à être suivi. Du côté des géo-indicateurs, on a les données GPS. Donc, c'est juste qu'on ne peut pas afficher à tout le monde de la publicité. Juste pour démêler, parce que je n'ai pas l'impression d'être clair, fait que je vais clarifier. Dans un lieu précis, disons que je détecte 1000 personnes, je détecte 1000 positions GPS, j'ai la possibilité avec les géo-indicateurs, étant donné que c'est juste la position GPS que je vais obtenir puis que je vais utiliser, j'ai la possibilité d'utiliser ces 1000 utilisateurs-là. Le géomarketing, si dans ces 1000 personnes-là, j'ai 25% de ces gens-là qui ont autorisé à ce qu'on les suive,
ben, je vais juste pouvoir afficher de la pub à 250 personnes. OK. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais c'est vraiment là la différence. Donc, c'est là qu'on se rend compte aussi que les géo-indicateurs, c'est extrêmement puissant parce que notre degré de précision, il est inouï. Puis on n'achale pas personne, entre guillemets, avec de la publicité par la suite. Le géomarketing, ben c'est ça, c'est la quantité de personnes qui ont autorisé. Puis, je veux revenir un petit peu en arrière parce que on a parlé un peu de ça au début. On n'a peut-être pas parlé beaucoup du B2C. Ouais. On parle beaucoup de magasin à magasin, magasin à ça, mais le B2B peut avoir des gros avantages dans le fond à utiliser ce type de Ben oui, c'est certain. Tout ce qui est grandes entreprises aussi peut viser d'autres types d'entreprises. Je te dirais, dans le B2B, c'est surtout du recrutement qu'on fait. Là. C'est surtout des campagnes de recrutement. Comme je disais tantôt, c'est le mal du siècle un petit peu. Là. Donc, et puis il y a beaucoup de firmes de recrutement aussi qui nous utilisent là, dans leur stratégie, justement, vont aller compléter avec ça. Fait que c'est une forme de B2B, là, si on veut, là, effectivement. On avait parlé des produits niches, par exemple, vraiment du B2B, vraiment très niché sur des produits très spécialisés. On avait parlé un peu d'un style événementiel aussi, des moyens de retrouver dans le fond ta clientèle ou des fois directement, ça pourrait même du ABM ou faire du targeting sur des clients très particuliers. C'est possible dans le fond de dire, bon, ben moi je vise Olimel parce que je veux que Olimel soit mon client, ben tu pourrais faire carrément dans le fond des publicités à Olimel pour Olimel. C'est vraiment destiné à eux. Absolument. Il y a même des agences qui font ça. Des agences qui veulent avoir un client, puis ils vont aller coucou, on aimerait travailler avec vous. Exemple. Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible. Puis je pense que tu avais un exemple que je t'avais parlé précédemment en tête là, pour l'événementiel, mais imaginez que vous êtes une entreprise qui vendait des machines industrielles, par exemple, puis que vos clients, c'est très, très difficile de les rejoindre. C'est des chefs d'entreprise, c'est assez complexe à trouver, justement, parce que ces gens-là sont occupés, puis tout ça. Puis si on vise leur entreprise, des fois, ça va être un peu plus difficile. Ben, imaginez que ces personnes-là se rendent à chaque année au salon annuel de cette industrie-là, de l'industrie de la machinerie, disons. Ben, on est capable d'aller chercher ces personnes-là. Par la suite, ils vont s'en aller chacun chez eux, peu importe où est-ce qu'ils habitent dans le monde. Puis on va les avoir dans notre audience. Donc, on va être capable là, d'être super ciblé sur cette personne-là, tout simplement parce qu'ils se sont rassemblés une fois dans l'année. Puis notre industrie, elle a beau être nichée, tant qu'on a vraiment un endroit où est-ce qu'on peut viser l'affaire à ketchup, comme on dit. Tout à fait. On va espérer. Ben oui, puis, absolument. Comme absolument. tu te positionnes un peu, ben, comment tu le vois face aux GAFAM, comment Google, Facebook, ces géants-là. Maintenant, la technologie n'a plus vraiment de limites. Comment tu perçois ça un peu? Ben, c'est une bonne question. Nous, on est bien fiers d'être Sherbrookeois, Québécois, là, Canadiens aussi. On grossit toujours un petit peu. Mais l'idée, en plus, en faisant affaire avec une entreprise comme nous, au Québec, c'est évidemment que par rapport à un Google ou un Facebook, où vous pelletez de l'argent carrément chez les Américains, on ne va pas se le cacher, ben nous, étant donné notre modèle d'affaires, c'est-à-dire que on détecte des gens. Pour ça, on a besoin d'acheter des données. Ça, on ne va pas se le cacher, ces fournisseurs de données-là, il y en a beaucoup que c'est des Américains, il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Donc, oui, ça, c'est de l'argent qui sort du pays. Ça, on ne peut pas y échapper, malheureusement. Mais par la suite, quand on suit les gens, ben on suit les gens selon les sites web qu'ils vont visiter, selon les applications qu'ils vont visiter. Et ça, bien évidemment, c'est très, très géographique. Si on est au Québec, les gens vont visiter des sites web du Québec, pas mal en grosse majorité. Donc, ça fait qu'on achète de l'inventaire chez ces clients-là. Donc, c'est là que l'argent reste chez nous, beaucoup plus que par Google et Facebook. Parce que Google et Facebook, vous avez votre page à vous sur Facebook, mais vous n'avez pas il n'y a pas d'inventaire relié directement à vous. Donc, l'argent qui est placé sur Facebook, ça en va chez Facebook et ça finit là. Tandis que nous, étant donné justement que on suit vraiment où est-ce que justement Toby va vraiment consommer de l'Internet, ben on va acheter cet inventaire-là. Donc, l'argent reste beaucoup plus ici. Ce qu'on estime, c'est à peu près là, un 70% de l'argent qui reste dans les secteurs géographiques qu'on vise.
Je le dis parce que c'est important. Si on fait une campagne en Europe, on comprend que les Européens, ils ne visitent pas les sites web de TVA Nouvelles, de la presse ou de RDS. Ils visitent leur site web français. Donc là, on va encourager leur industrie locale à eux. Fait que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, comme je vous disais, il y a une portion qu'on ne peut pas y échapper, c'est les données qu'on achète. Mais pour le reste, ça suit vraiment très, très local. Donc ça, c'est une belle fierté pour nous. Justement, par le modèle en tant que tel, on encourage vraiment les entreprises locales, entre guillemets. Là. Super. Pour conclure, qu'est-ce que l'avenir, selon toi, te réserve? L'avenir est très intéressant. On est vraiment... on a une équipe passionnée. Je pense que ça, c'est vraiment un des premiers... je dirais le qualificatif majeur de notre entreprise. Ça et l'innovation aussi. On est vraiment axé sur l'innovation. On essaye toujours de développer, d'aller plus loin. Là, justement, notre dernier né, les géo-indicateurs, j'aimais beaucoup le produit, le géomarketing. Je l'aime encore beaucoup. Mais en tant qu'ancien stratège, les géo-indicateurs, moi, je vais le dire à la caméra, ça m'excite énormément. Je trouve ça inouï, les possibilités qu'on peut aller chercher avec ça. Justement, toutes les entreprises inimaginables peuvent faire une étude de marché pour pas cher, avec une précision incroyable, puis ils peuvent les propulser à aller plus loin. Donc, moi, ça m'enchante parce que c'est de redonner un peu un pouvoir aux entreprises pour vraiment qu'ils puissent devenir encore meilleurs, connaître encore mieux leurs clients, connaître encore plus, savoir encore plus si leur stratégie fonctionne. Fait que tout ça pour dire qu'on met beaucoup d'efforts en ce moment à développer des rapports différents au niveau des géo-indicateurs. Là, pour l'instant, on a un rapport de base, entre guillemets. Là, on va développer beaucoup d'autres possibilités pour que vous soyez plus autonome aussi. Que les gens puissent faire leur rapport, pareil comme le géomarketing, directement en ligne, en libre service. Donc ça, c'est quelque chose qui va apparaître là, dans les prochaines semaines. Donc on a très hâte que ça arrive. Puis tout ce qui est justement location data, c'est vraiment une industrie émergente là, qui a beaucoup de possibilités. Donc, surveillez-nous. Je pense qu'on n'a pas fini de développer des produits. Je pense à quelques-uns, mais je vais me garder des surprises pour te raconter autre chose plus tard. Quand tu auras peut-être plus de nouvelles, on se rencontrera à nouveau. Ben oui, avec grand plaisir. C'est super bien organisé. Super. Donc, Guillaume Bellumeur, merci encore une fois pour ton temps. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!